Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à Jean-Philippe Bouchot. C'est évidemment un grand honneur que de participer à travers ce séminaire à son cours au Collège de France cette année. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de la nature fragile de la liquidité dans les marchés financiers. Petite présentation, donc moi je m'occupe de l'équipe éconophysique à l'École Polytechnique, petit groupe de recherche que nous co-animons justement avec Jean-Philippe dans le cadre de la chaire CFM, éconophysique et systèmes complexes. Voici une photo donc de l'équipe qui date un peu, hein, c'est une photo pré-Covid, j'ai envie de dire. Et donc, le travail dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le travail de thèse d'Antoine Fossé qui a soutenu il y a de ça quelques mois. Alors, je vais faire quelques petits rappels rapides, hein, c'est des choses sur lesquelles Jean-Philippe a beaucoup insisté déjà, mais ça me paraît essentiel de revenir rapidement dessus pour tout ce qui va suivre. Donc, il y a cette Excess Volatility Puzzle, hein, qui est l'idée que la volatilité des marchés financiers est beaucoup trop importante pour être expliquée par des fondamentaux. On constate empiriquement que l'essentiel de la volatilité est en fait de nature endogène, en conflit avec les théories classiques, les théories standards, notamment les marchés efficients de Fama, dont Jean-Philippe a beaucoup parlé. Et donc, il est revenu notamment sur ces deux articles. Je vous montre ici des données très récentes. Nous essayons un peu de remettre ces études au goût du jour. Et donc, ce que vous avez ici sur le graphe de gauche, c'est pour un actif très liquide, peu importe sa nature, tout ceci est très universel, on observe le nombre de sauts de prix supérieur à n fois sigma, à n fois la volatilité, d'accord, pour un échantillon de quelques semaines ou quelques mois. Et donc, vous avez ici voilà, le nombre de sauts de prix supérieur à 2 fois la volatilité, 3 fois la volatilité, 4 fois la volatilité, et ainsi de suite. Et donc, première remarque intéressante qu'on peut faire, c'est déjà que si le monde était gaussien, eh bien ici à droite, il n'y aurait rien, hein, on serait à zéro ou presque, hein, ce serait extrêmement improbable que d'observer des événements à plus de 3 sigma, donc ça vous voyez déjà que ce n'est pas le cas. Et le plot le plus important ici à droite, ce que l'on porte, c'est la fraction de ces sauts que l'on peut attribuer à des signaux exogènes. Donc, vous voyez, c'est autour de 5%, au maximum 10% pour les sauts à 8 sigma, mais dans tous les cas, quelque chose de relativement faible. Attention, cela ne veut pas dire que les signaux exogènes importants n'ont aucun effet sur les marchés. Naturellement, quand on a un discours du président américain ou un missile nord-coréen qui survole le Japon, un Brexit, un Covid, tout ce que vous voulez, cela impacte les marchés, mais ça ne permet de rendre compte que de 5 à 10% de la volatilité. Alors, les événements les plus extrêmes, ce qu'on appelle les flash crash, on cite souvent le flash crash du 6 mai 2010, mais il y en a eu bien d'autres dans l'histoire, hein, en 62, en 2014, en 2016, en 2020, on n'a pas fini d'en observer. Ce sont juste des événements extrêmes qui ne sont pas déclenchés par un signal exogène, par une nouvelle information. Donc voilà, dans le cas du 6 mai 2010, on voit ici comment le marché equity, le marché de stock américain s'effondre de près de 10% en seulement quelques minutes. Autre marque importante, c'est que pour les chocs exogènes, hein, évidemment, il y en a, comme je le disais, eh bien qu'ils soient déclenchés de manière exogène, le plus souvent, leur amplification est aussi endogène, est aussi de nature endogène. Alors, bien que tout cela puisse être quelque part choquant dans le cadre des théories économiques classiques, pour un physicien, finalement, il n'est rien de plus naturel que d'observer une dynamique endogène pour un système complexe constitué d'un grand nombre d'individus en interaction. Hein, pensez à une nuée d'oiseaux, un banc de poissons. Pas besoin d'avoir un aigle qui plonge dans la nuée d'oiseaux ou un requin qui rentre dans le banc de poissons pour générer une dynamique très non linéaire. Hein. On voit comment des milliers d'oiseaux peuvent spontanément en chœur changer de direction en une fraction de seconde sans qu'il y ait besoin d'intervention finalement exogène à la nuée d'oiseaux. En outre,
et ça, j'y reviendrai pas parce que ça a été l'objet du premier cours de Jean-Philippe, les statistiques très universelles des séries temporelles de prix dans les marchés financiers, avec toutes les lois de puissance qui ont pu être discutées, sont la signature de mécanismes endogènes dans les systèmes complexes. Enfin, peut-être dernier rappel important, l'essentiel des marchés financiers aujourd'hui sont organisés sous forme de double enchère continue, ce qu'on appelle en anglais la continuous double auction, qui est implémentée sous la forme d'un carnet d'ordre électronique, ce qu'on appelle le Limit Order Book, LOB, qui est mis à jour en temps réel et observable par tous les participants du marché. Alors, qui sont ces participants du marché? C'était l'objet justement du deuxième cours de Jean-Philippe, l'écologie des marchés financiers. De manière la plus simplifiée possible, en tant que participant du marché aujourd'hui, vous avez deux options. Vous pouvez soit vous présenter en tant que fournisseur de liquidités, c'est-à-dire vous postez des ordres limites à un prix donné, à ce qu'on appelle fournir de la liquidité, ce qu'on appelle les ordres passifs. Vous dites, voilà, moi j'ai envie d'acheter 3 pommes à ce prix-là ou de vendre 4 pommes à ce prix-là, et puis je suis prêt à attendre qu'une contrepartie veuille bien satisfaire mon offre. Voilà, le carnet d'ordre stocke toutes ces intentions d'achat ou de vente. Ou alors, vous êtes pressé et vous voulez consommer cette liquidité. Hein, vous êtes ce qu'on appelle des liquidity takers, des preneurs de liquidité. On parle d'ordre agressif. Vous avez faim tout de suite, globalement. Et donc, à quel prix allez-vous obtenir, par exemple, vous voulez acheter 5 pommes, eh bien, vous allez les obtenir au meilleur prix disponible à ce moment-là. Hein, donc ici, vous aurez, par exemple, les 2 pommes qui sont disponibles à ce prix-là, et puis les 3 pommes qui vous manquent, vous les aurez ici à ce prix-là. D'accord ? Rappel de vocabulaire, la meilleure offre, c'est ce qu'on appelle le best bid, la meilleure demande, le best ask. Ce qui sépare les deux, c'est le bid-ask spread, le prix ou le mid-price est pile entre les deux. Et voilà, tous ces ordres limites peuvent être déposés, annulés, consommés justement par des ordres marchés. Et donc, tout ça, il faut l'imaginer de manière tout à fait dynamique. Je n'ai pas fait de petite vidéo ici, mais il y en aura plus tard. Voici ce à quoi ressemble un vrai carnet, hein, donc avec l'ask, le bid, et ici vous avez le mouvement dans le passé du best bid et du best ask. Un concept important, étroitement lié à cette notion de carnet d'ordre, hein, enfin 2 concepts, c'est la liquidité et le market impact. Hein. Quand on regarde la microstructure, quand on regarde comment fonctionne le carnet, il devient évident que les trades, les ordres marchés, consomment la liquidité et impactent mécaniquement les prix. Ce qu'on appelle la liquidité du marché, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner. Moi, ce que je préfère, c'est dire que c'est la capacité du marché à accommoder, à encaisser un ordre marché important. De manière peut-être un peu grossière, un carnet très fourni, ça donne un actif qu'on appelle très liquide. Hein. On voit bien qu'ici, consommer 5 pommes, ça va consommer ici ce niveau, et puis ça ne consommera pas le deuxième niveau entièrement, donc le prix finalement n'aura bougé que d'un demi-tic. Alors que dans un carnet qui serait beaucoup moins fourni, hein, potentiellement avec des trous d'ailleurs, on voit qu'un ordre important va consommer beaucoup de niveaux pour être satisfait et donc fera beaucoup bouger le prix. Donc là, on parlera d'un actif illiquide. Voilà. Ça, c'est des notions importantes pour ce qui va suivre. Pour commencer à introduire un petit peu cette notion de fragilité, ça a déjà été dit aussi par Jean-Philippe, le volume disponible, hein, en moyenne dans un carnet, le volume instantané est en fait une toute petite fraction, de tout le volume qui va être échangé à l'échelle de la journée, typiquement moins de 1%. Et donc, cette liquidité instantanée très faible, c'est ce qui va forcer les agents qui veulent passer des gros ordres à le faire de manière séquentielle, à découper leurs ordres en petits morceaux pour justement parer à ce problème de très faible liquidité. Et l'histoire dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est finalement le pourquoi de ces grands mouvements de prix de nature endogène
qui, comme on va le voir, semble être le résultat de boucles de rétroaction déstabilisantes qui conduisent à des crises de liquidité, hein, c'est-à-dire des situations où la liquidité décroît très fortement dans le carnet, voire s'annule. D'accord ? Et donc, en effet, ce que révèlent les données empiriques, on va le voir, c'est que le flux de liquidité dans le carnet, hein, tous ces événements, les ordres limites, les dépôts d'ordres limites, les annulations de ces mêmes ordres, les ordres marchés, eh bien, ces flux sont très fortement influencés par les mouvements de prix passés. Donc, on a cette boucle. Il faut imaginer ici le trader ou l'ordinateur qui trade, si vous voulez, donc qui observe les mouvements de prix passés, qui va donc prendre des décisions à partir de ces observations, donc des décisions d'annuler un ordre, de poster un nouvel ordre limite, de consommer de la liquidité. Naturellement, ces actions vont avoir un impact sur le prix, et les mouvements de prix vont à nouveau avoir un impact sur les décisions, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut commencer à imaginer un petit peu cette boucle de rétroaction. Alors, pardon, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'une augmentation locale de la volatilité va créer de l'anxiété pour les fournisseurs de liquidités, hein, qui pourraient, par exemple, craindre de manquer de l'information sur les prix, hein, que ce mouvement est lié à quelque chose de fondamental, mais qui leur échappe. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être prudents et donc plus réticents à fournir de la liquidité ou même à annuler des ordres limites qu'ils auraient postés auparavant. Donc, ça va décroître la liquidité dans le carnet. Je le rappelle, moins de liquidité, ça veut dire plus de fluctuations de prix, d'accord, plus de volatilité, qui à son tour va à nouveau créer de l'anxiété, et ainsi de suite. Et on comprend assez bien comment cette boucle de rétroaction pourrait conduire à des crises de liquidité. Alors, on peut comprendre cela de manière un peu plus quantitative, hein, et dans un cadre un peu plus classique, justement, dans le cadre du modèle de Glusten-Milgrom dont Jean-Philippe parlait tout à l'heure. Là, je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est tout à fait intéressant. Alors, je vous montre ici ce qui s'est passé justement le jour du flash crash dont je parlais tout à l'heure. Donc, on regarde le contrat futur du S&P 500. Donc, on a ici le carnet. Je vais lancer l'animation tout de suite. Voilà. Vous avez ici l'évolution du carnet d'ordre ce jour-là. Hein, donc, l'ASC, le bid, évidemment, ça a été centré pour garder le prix à zéro. La mémoire du prix, vous l'avez ici dans ce deuxième panel. Dans le troisième panel, on observe le spread, d'accord, avec donc presque toujours 1 et puis de temps en temps 2, bon, 3 ici. Et puis le volume total dans le carnet. À partir d'un certain moment dans la journée, hein, quand le flash crash arrive, on voit déjà qu'il commence à y avoir de plus en plus de fluctuations du carnet, le volume s'effondre, le spread s'ouvre, d'accord, il y a du spread qui arrive ici à des valeurs très importantes par rapport à ce qui se passe en moyenne. Tout cela est venu accompagner naturellement la chute ici du prix, et puis on voit quand même qu'on met pas mal de temps à s'en remettre derrière, hein. Il y a un retour à la normale, si j'ose dire, qui est relativement lent, encore beaucoup de fluctuations dans le carnet, du volume qui revient, mais relativement lentement. Donc c'est tout ça qu'on va essayer un petit peu de comprendre aujourd'hui, hein, naturellement, en faisant le travail du physicien statisticien, qui est de comprendre les phénomènes agrégés, c'est-à-dire la fluctuation du prix, à partir de ce qui se passe dans le monde microscopique. Ici, qu'est-ce que c'est que le monde microscopique? Eh bien, c'est le carnet d'ordre et les actions des agents sur ce carnet. Pour donc aller regarder de plus près, hein, empiriquement, plus quantitativement, ce qu'il se passe, il va nous falloir rendre compte de cette dynamique jointe entre le prix et la liquidité, hein. Et donc, pour ce faire, on va introduire un processus à 6 dimensions pour les événements dans le carnet. Je vais noter grand NT vecteur. Ce sera le nombre d'annulations au bid, le nombre d'ordres limites au bid, le nombre d'ordres marchés au bid, la même chose à l'ASC. Donc, voilà pourquoi il y en a 6. Et puis, on notera dans toute la suite lambda, l'intensité de ce processus des événements dans le carnet. Alors, cette intensité, on va la décomposer de manière, on va dire, assez générique, un certain nombre de termes, un taux de base, d'accord, qui serait la contribution finalement exogène,
ici, constant, qu'on va noter alpha 0, un terme de Hawkes linéaire, dont Jean-Philippe a parlé aussi dans un de ses précédents cours, qui rend compte de l'effet d'auto-excitation, c'est-à-dire des annulations ont tendance à engendrer davantage d'annulations et ainsi de suite. Ce n'est pas là-dessus qu'on va se focaliser aujourd'hui, mais c'est statistiquement important d'inclure ce terme. Les termes qui vont vraiment nous intéresser, ce sont les termes de feedback, de rétroaction entre les mouvements de prix passés et les événements dans le carnet futur, présent. On va mettre une première contribution linéaire, qui serait donc l'effet quelque part des tendances passées sur les taux d'événements présents. Et enfin, un terme quadratique, dont on va voir qu'il est le plus important, qui, on va le voir, rend compte à la fois des effets de volatilité passée et de tendance quadratique passée, c'est-à-dire de tendance indépendamment de son signe, sur ici aussi les événements dans le carnet. Et on va calibrer ce petit modèle sur le contrat futur Eurostoxx sur une période de 4 ans à peu près. Si vous voulez plus de détails sur cette étude, je vous invite à aller regarder les papiers d'Antoine Fossé ou même directement sa thèse. Voilà les résultats de la calibration. Donc le terme de Hawkes, qui, je vous le disais, n'est pas celui qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Je vous montre quand même ce que donne sa calibration. Donc le noyau phi, c'est ce que vous avez représenté ici, la norme de chacun des termes ici de la matrice phi, avec une bonne composante diagonale, mais aussi des composantes hors diagonale importantes, parfois positives, parfois négatives. C'est des choses que les gens ont beaucoup étudiées, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est de vous montrer que les noyaux ici, la dépendance temporelle donc du noyau phi, c'est quelque chose qui décroît comme une loi de puissance, très lente, comme 1 sur t à la puissance 3,5. Pour ce terme linéaire qui relie les mouvements de prix passés aux événements présents, là aussi une loi de puissance, plutôt d'ailleurs encore plus lente, c'est-à-dire qui décroît comme l'inverse du temps, 1 sur t. Et enfin, quel que soit le type d'événement d'ailleurs, on le voit, le noyau quadratique, dont on a représenté ici en fonction du temps la partie diagonale, aussi une décroissance très lente en loi de puissance, comme 1 sur t, résultat tout à fait généralisable à la partie hors diagonale du noyau, si vous avez la représentation du noyau dans son intégralité. Voilà. Donc, décroissance lente et aussi du signal. Il y a beaucoup de signal dans ces termes-là par rapport au taux de base, au alpha 0, que j'ai caché ici, mais que voici. Je donnerai justement un ordre de grandeur tout à l'heure, mais pas du tout des résidus de calibration. Vraiment un signal très net qui est porté ici par ces deux termes. Alors, on peut aller un petit peu plus loin dans l'interprétation en faisant une hypothèse un peu sur la forme de ce noyau. Il se trouve que ce noyau quadratique, on peut le séparer en deux termes, en une composante diagonale et une composante de rang 1. On voit qu'avec cette hypothèse qui peut paraître, cette forme qui peut paraître un petit peu brute de force, on arrive à capturer une bonne partie du noyau. Il se trouve que c'est une très bonne hypothèse. Quand on injecte cela dans le modèle, on obtient ces deux termes et on comprend facilement que du coup, psi, la partie diagonale, permet de séparer les effets de la volatilité passée, des PS carrés, et que ce terme Z, que j'appelle Z comme zoom back, je vais vous dire tout de suite ce que c'est, permet de rendre compte plutôt des effets des tendances passées, indépendamment de leur signe, qui a un petit carré ici. Donc, ce qu'on appelle l'effet zoom back, du nom de son inventeur, c'est le fait que les tendances passées, indépendamment de leur signe, conduisent à une augmentation de l'activité future. Ici, activité, on va l'interpréter comme nombre d'événements dans le carnet. Alors, on peut regarder ces noyaux Z et psi, là aussi constater qu'ils portent beaucoup de signal et qu'ils décroissent très lentement comme des lois de puissance, en à peu près l'inverse du temps. Voilà, donc jusqu'ici, on s'est focalisé sur l'impact des mouvements de prix passés sur les taux d'événements dans le carnet. Pour aller plus loin, il nous faut regarder l'effet des mouvements de prix passés, mais directement sur le flux de liquidité. Et donc, on va introduire ici le flux de liquidité, déjà pour le terme quadratique, JK, qui sera donc
plus tout ce qui arrive dans le carnet, c'est-à-dire la liquidité qui arrive, les ordres limites, moins tout ce qui s'en va, c'est-à-dire les annulations et les ordres marchés. D'accord? Et donc, on va pouvoir regarder déjà le signe en moyenne de ce flux de liquidité pour la composante quadratique et constater qu'ici, annulation plus ordre marché, bleu plus rouge, dépasse toujours ou presque toujours les 50%. Donc ici, c'est l'Eurostoxx, le contrat que je vous montrais tout à l'heure. On l'a regardé aussi sur le Bund, qui est l'obligation d'État allemande, le futur sur le Bund, justement, qu'on regarde. Et que donc, en moyenne, ce terme est négatif, d'accord, et que donc ce feedback quadratique a tendance à décroître la liquidité en moyenne, hein, et ce à la fois pour le terme de volatilité et le terme de zoom back. KD, c'est le terme diagonal, K1 le terme de rang 1, donc ce qu'on a attribué tout à l'heure à volatilité et tendance passée non signée. Voilà. Le terme linéaire, j'en parle pas beaucoup, parce que quand on fait la même chose, on constate que ce flux de liquidité, il est à peu près nul, d'accord, et donc en tout cas, il ne semble pas trop contribuer, voilà, à cette boucle de rétroaction qui nous intéresse ici. Donc on se focalisera dans la suite beaucoup sur cette composante quadratique. Alors avant d'aller plus loin dans la modélisation, on peut regarder plein de choses dans les données, naturellement. Deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est la distribution de spread effectif. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le spread effectif? Je ne vais pas en donner ici la définition mathématique compliquée, mais je vous dis simplement, voilà, c'est un proxy naturel pour la liquidité dans le carnet au voisinage du prix. Quand la liquidité est entre guillemets normale, ce spread effectif coïncide avec le spread dans le carnet tel qu'on l'a défini. Et quand la liquidité diminue, eh bien, ce spread effectif peut devenir très important. Quand on regarde sa distribution de probabilité empirique, on constate qu'elle se comporte comme une loi de puissance, qui n'est pas très éloignée d'ailleurs des lois de puissance qu'on observe pour la distribution de probabilité empirique des returns. Et ça, en fait, c'est assez cohérent, puisque ce spread effectif, c'est un proxy de la taille des sauts de prix latents. D'accord, donc voilà, tout ça est très cohérent, et on reviendra à ce constat tout à l'heure, après justement la phase de modélisation. Dernier point sur ces données empiriques, on peut faire une analyse qui est complètement modèle-free, c'est-à-dire faire un pas en arrière. Là, on a quand même injecté un petit modèle qu'on a calibré sur les données. On pourrait se dire, regardons tout simplement des corrélations, des fonctions de réponse entre les quantités que l'on pense pertinentes. Et donc, on peut regarder, par exemple, la corrélation entre la tendance à l'instant t plus taux au carré, donc on a en tête le terme de zoom back, et le spread effectif à l'instant t, et constater qu'il y a beaucoup de poids négatifs, on voit beaucoup d'asymétrie ici, beaucoup de poids négatifs, ce qui veut dire qu'il y a un impact causal très important des tendances passées au carré sur la liquidité à l'instant T, le spread effectif à l'instant T, quelque chose que l'on constate aussi pour le terme de volatilité, mais avec une asymétrie qui est un peu moins marquée. Et on le verra que c'est vraiment ce terme de zoom back qui est crucial, des ingrédients cruciaux pour comprendre ces crises de liquidité. Alors, qu'avons-nous appris des données? Petit résumé. Les événements passés et les mouvements de prix passés influencent les événements futurs dans le carnet. D'accord. Les tendances passées, indépendamment de leur signe, ont tendance à réduire la liquidité dans le carnet et donc à augmenter la volatilité. Et la question, c'est finalement, est-ce que ce couplage qu'on a mis en évidence empiriquement peut être suffisamment important, suffisamment fort pour déstabiliser le carnet d'ordre et conduire à des crises de liquidité? Alors, deux remarques, deux constats. Le premier, c'était que les noyaux que l'on calibre sont à peu près tous des lois de puissance, et d'ailleurs qui décroissent très lentement. Le deuxième, c'est que, et je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant, la fraction d'événements réellement exogènes, c'est-à-dire ce qui est porté par le alpha 0 qu'on a injecté tout à l'heure, est en fait petit devant tous les autres termes, d'accord, typiquement 10%, c'est ce qu'on mesure. Et donc tout cela suggère que peut-être le système est au voisinage d'un point critique, dans le sens que des noyaux légèrement plus importants conduiraient à des instabilités. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut construire un modèle d'agent qui nous permettrait d'aller un peu plus loin, de nous forger encore davantage d'intuition sur ce qui peut bien se passer autour de ces crises de liquidité.
Et donc, ce que nous avons fait, c'est partir d'un modèle de carnet d'ordre, hein, le modèle dit de Santa Fe, parce que c'est là-bas qu'il y a été développé, par des physiciens d'ailleurs, qui est l'un des premiers modèles de carnet purement stochastique, d'accord, où on a des agents sans intelligence, c'est-à-dire ce qu'on appelle des agents à intelligence zéro, souvent, qui postent leurs ordres ou annulent leurs ordres de manière parfaitement aléatoire, on va dire maintenant comment, mais qui a le bon goût, ce modèle, d'être très simple déjà, et puis de reproduire un certain nombre de faits stylisés non triviaux, ce qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas souvent, il n'y a pas besoin d'introduire de l'intelligence dans les systèmes pour reproduire bon nombre de faits agrégés, de faits stylisés observés empiriquement, contrairement à ce qu'on fait souvent en économie. Évidemment, ce n'est pas le modèle parfait, hein. Il y a tout un tas de faits stylisés qu'il ne permet pas de décrire, mais il sera ici tout à fait suffisant pour notre propos. Donc, il s'agit d'une succession de queues, comme dans un carnet d'ordre classique. On va remplacer ici, juste pour le schéma, ces ordres par des particules, hein. On est physicien, on aime bien les particules. Tout ça, tout à fait, enfin, c'est pareil, ça ne change rien. Et donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on a un taux de dépôt d'ordre limite additif constant, qu'on va noter lambda, un taux d'annulation multiplicatif qu'on va noter nu, et un taux d'arrivée d'ordre marché, d'accord, poissonien aussi, qu'on va noter mu. Voilà. Et ce qu'on va faire, donc ça c'est le modèle de Santa Fe classique, ce que nous on va faire, c'est étendre ce modèle de Santa Fe pour inclure la rétroaction des mouvements de prix passés sur justement ces taux d'événements. Hein. Par simplicité et de manière et en cohérence avec ce qu'on a trouvé empiriquement tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est le terme d'annulation, c'est la rétroaction sur les annulations qui semble être la plus importante. On va se focaliser sur un feedback, une rétroaction quadratique, d'accord, de type zoom back, et donc on va dire que le taux d'annulation ici, nu, c'est nu t en fait, qui est la somme de deux termes, un taux de base constant, exogène, mu0, et un terme de rétroaction de type zoom back, comme vous le voyez ici, hein, c'est les tendances de prix passés au carré, avec deux paramètres, un paramètre alpha qui est l'intensité de cette rétroaction, et un paramètre bêta qui est l'échelle de la décroissance du noyau. On va voir que c'est suffisant ici d'injecter un noyau exponentiel, hein, qui est plus simple aussi à traiter numériquement qu'un noyau en loi de puissance, et donc bêta, qui est plutôt 1 sur bêta, qui est l'échelle de la mémoire de ce noyau. Donc, de la même manière que je vous montrais tout à l'heure une petite animation du vrai carnet d'ordre le jour du flash crash, je vous montre ici une petite simulation de ce modèle, du modèle que je viens de présenter. On observe la dynamique dans le carnet, ici les mouvements du mid-price, d'accord, et ici justement le taux d'annulation en violet, donc il s'appelle lambda sur ce graphe, hein, mais c'est juste le nu-t dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qu'il faut un petit peu constater, c'est que ces périodes de forts mouvements de prix, hein, comme on a ici par exemple, coïncident avec des moments où, vous le voyez, le carnet est très sparse, hein, c'est pratiquement vidé, hein, une crise de liquidité justement, ce qui va naturellement avec des moments où le taux d'annulation a explosé. D'accord ? Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, pour mesurer un peu des choses, on définit une crise de liquidité ici comme l'instant où le carnet se vide intégralement. Un des deux côtés du carnet, plus précisément, se vide intégralement. Donc, il existe un instant, taux C, pourvu d'attendre suffisamment longtemps, où le spread s'ouvre et déclenche cette cascade d'annulation qui vide le carnet. C'est ça qu'on va appeler une crise de liquidité. On peut porter ici, en fonction de bêta et de alpha, hein, nos deux paramètres, cette probabilité d'observer des crises de liquidité sur la durée de la simulation grand T, et voir qu'il y a deux régions, une région stable, où les crises de liquidité sont peu probables, naturellement à faible rétroaction, et une région instable, où les crises de liquidité deviennent très probables à forte rétroaction. On peut noter alpha star
la frontière entre ces deux zones et constater que alpha star décroît lorsque bêta augmente, hein, ce qui va dans le sens intuitif du fait qu'une mémoire longue est plutôt un facteur stabilisant. Voilà. Pour aller plus loin, on peut se poser la question, est-ce que ce crossover, hein, entre ces deux régions est une vraie transition de phase ou non, hein, entre un régime où il y a toujours des crises de liquidité, un régime où il n'y en a jamais. Alors, répondre à cette question mathématiquement, ça veut dire regarder la double limite d'un carnet infiniment grand et d'une simulation, enfin d'un temps de l'expérience infiniment grand aussi, d'accord? Et donc de se poser la question, est-ce que dans cette limite, il existe un alpha star en deçà duquel il n'y a jamais de crise de liquidité et en deçà, enfin au-dessus duquel, pardon, il y en a toujours, d'accord? Alors ça, jusqu'ici, on a eu du mal à y répondre analytiquement, hein, on travaille encore là-dessus, c'est une question mathématique compliquée, mais numériquement, on peut dire des choses. Évidemment, on ne peut pas aller à cette limite numériquement, on ne peut pas faire un carnet infiniment grand et attendre un temps infini, mais on peut extrapoler, hein, ce qu'on appelle faire un finite size scaling. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails de comment on fait, mais donc il s'agit de faire l'hypothèse de certaines formes, hein, pour les fonctions en jeu, telles que justement cette probabilité d'observer une crise de liquidité, hein, dire que c'est une fonction du temps de la simulation, alpha k moins un certain alpha m à la puissance un certain zeta, où ce alpha m est relié à alpha star, à la taille du système, au temps de la simulation, avec un nouvel exposant eta ici. Hein, ces exposants, c'est ce qu'on appelle les exposants critiques de la transition, si elle existe, et de voir s'il existe des valeurs justement de tous ces paramètres pour lesquels toutes les courbes se recollent, hein, extrapolées comme ça à grand T, grand N, à T infini, N infini. Et on voit que ça fonctionne, hein, numériquement, ça fonctionne plutôt bien. Pour ces valeurs-là des exposants critiques, on a quelque chose qui marche bien, des exposants critiques d'ailleurs qui, à notre connaissance, ne correspondent à aucune classe d'universalité connue. Hein, en physique statistique, on classifie les transitions de phase en classes d'universalité. Ici, il semblerait qu'on en ait découvert une nouvelle, donc ce modèle est intéressant à part entière, de manière fondamentale. Une raison de plus d'aller aussi chercher des modèles. Et donc, quelques conclusions sur ce qu'on a appris. La première, c'est que ces simulations numériques ont l'air d'aller dans la direction qu'il existe une valeur critique, hein, de la force de la rétroaction en dessous de laquelle le carnet d'ordre ne se vide jamais, au-dessus de laquelle le carnet d'ordre se vide avec probabilité 1 pour un carnet infiniment grand et pourvu d'attendre un temps infini, hein, comme je le disais, que cette transition de phase semble être une transition du second ordre, ce qui veut dire que au voisinage du point critique, on attend, hein, des phénomènes d'échelle, des phénomènes d'invariance d'échelle, ça tombe bien, hein, on observe des lois de puissance empiriquement, on en parlait tout à l'heure, et encore dans cette direction-là, bien évidemment, il faudrait démontrer l'existence de cette transition de phase analytiquement, mais ce qu'on voit quand on joue un petit peu numériquement, c'est qu'il y a beaucoup d'universalité. Si on change un petit peu les règles du jeu, si on change un petit peu les paramètres, on ne change pas la valeur des exposants critiques, et ça, c'est aussi une signature classique des transitions de phase du second ordre. Voilà. Je ne vais pas en parler ici, je n'ai pas le temps non plus. On peut aller plus loin analytiquement en faisant des modèles encore plus stylisé que celui que je viens de présenter, hein, au prix de se défaire du carnet et de restreindre notre attention à la dynamique du spread. On peut aller beaucoup plus loin dans l'analytique et démontrer qu'il existe une transition de phase du second ordre. Voilà. Je vous invite à aller regarder à nouveau les papiers d'Antoine ou sa thèse pour aller plus loin. Alors, petite critique à ce stade de ce modèle, c'est que ce modèle, finalement, il est intéressant au voisinage du point critique. Hein. Cette transition de phase, c'est au voisinage du point critique que le comportement semble se comparer bien à ce qu'on observe empiriquement. Donc, la question, c'est finalement qu'est-ce qui attirerait le système vers le point critique? Pourquoi ce alpha, pourquoi cette rétroaction viendrait se stabiliser au voisinage du alpha star, peut-être légèrement en dessous, de sorte à ce que, en général, tout se passe bien, et puis de temps en temps, le système puisse visiter
la région instable et donc donner lieu à des crises de liquidité. Est-ce que c'est ça le schéma? Est-ce qu'il faut plutôt imaginer un paramètre alpha de rétroaction qui est lui-même dépendant du temps, qui fluctue et qui du coup de temps en temps aussi va du côté instable? Bon, voilà une pierre manquante un petit peu à l'édifice. Il se trouve qu'on connaît bon nombre de systèmes en physique qui ont cette tendance à être attirés vers le point critique. C'est ce qu'on appelle la criticalité auto-organisée, en anglais Self-Organized Criticality, SOC. Je ne vais pas beaucoup développer ici, mais on a beaucoup de raisons de penser dans les marchés, à la fois par des constats empiriques et par des modèles de type minority game. Voilà, des concepts que j'invite ceux qui veulent aller plus loin à explorer. Voilà, plein de choses qui nous conduisent à penser qu'on pourrait avoir cette criticalité auto-organisée dans les marchés financiers. Bon. Ceci étant dit, il existe un scénario alternatif sur lequel nous avons travaillé, dans lequel on n'a pas besoin, il n'y a pas cette pierre manquante à l'édifice, on n'a pas besoin de ce paramètre qui devrait être attiré vers un seuil d'instabilité, vers un point critique, ni un paramètre qui devrait dépendre du temps, fluctuer bizarrement. Alors, je vais en parler rapidement. Il s'agit de s'intéresser au carnet de manière encore plus stylisée que tout à l'heure, d'accord, et de s'intéresser uniquement aux événements qui ouvrent le spread et aux événements qui referment le spread. D'accord, donc on va dire, voilà, dans le carnet, il y a typiquement les ordres limites qui ont tendance à refermer le spread lorsqu'ils sont postés justement dans le spread, et puis les annulations, les ordres marchés qui, eux, ouvrent le spread. Et on va dire que voilà, les événements qui referment le spread sont avec un taux constant, lambda 0-, et puis qu'il y a des événements qui ouvrent le spread et que là, il y a une rétroaction, un peu pour les mêmes raisons que tout à l'heure, qui peut être linéaire en XT. D'accord ? Ce XT, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la moyenne avec une exponentielle, un noyau exponentiel décroissant des mouvements d'ouverture du spread dans le passé. D'accord ? Et puis un terme quadratique, terme linéaire avec alpha, terme quadratique avec epsilon. Et là, pour le coup, là, on peut faire les maths. C'est des choses qu'on connaît. Je ne vais pas détailler, mais on peut arriver à écrire une dynamique de type Langevin, où dans un cadre classique, la dynamique de ce système peut se comprendre comme celle d'une particule qui évolue dans un puits de potentiel donné, dans un potentiel donné. Et ce qu'on constate, c'est que ce potentiel, pour des valeurs de epsilon non nulles, c'est-à-dire pour des valeurs du couplage quadratique non nul, donne lieu à un phénomène de métastabilité, c'est-à-dire un puits de potentiel local et une barrière d'activation à franchir pour que le système explose, c'est-à-dire qu'ici, on observe une crise de liquidité, que le spread augmente de façon explosive. D'accord ? Alors, l'avantage, c'est que justement, là, analytiquement, on sait aller très loin, on sait typiquement calculer combien de temps il faut attendre pour observer une crise de liquidité. Je ne vous remontre pas une petite animation ici, ça ressemblerait beaucoup à ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vous montre juste une série temporelle typique d'une simulation du spread. On voit que tac, il augmente, et puis il redécroît, il réaugmente, il redécroît. Ça, c'est la particule qui se balade finalement au fond du puits, jusqu'à ce qu'une succession d'événements vienne permettre à la particule de franchir la barrière de potentiel et donc au spread d'exploser. Ce qu'on peut montrer à la fois numériquement et analytiquement, c'est que le taux de crise, du coup la probabilité de ces crises est exponentiellement faible en 1 sur epsilon, et que donc on a interruption de période de relative stabilité par ces explosions, et c'est justement ça qu'on appelle de la métastabilité en physique. Bon, alors on a envie de dire, ok, on a ces deux scénarios, mais lequel faut-il retenir? Alors, donc je le rappelle, ces deux scénarios, le premier, c'est que les crises de liquidité sont le résultat des marchés qui sont attirés vers un point critique d'une transition du second ordre. Bon. Et le deuxième, c'est que les crises de liquidité sont des événements activés dans une phase métastable. Probablement qu'il y a les deux. C'est toujours, c'est souvent la conclusion que plusieurs effets coexistent. Néanmoins, ce que les données semblent dire, c'est que c'est plutôt le premier scénario qui est favorisé, car je vous remonte ce graphe que je vous montrais tout à l'heure, qui est la distribution de probabilité empirique du spread effectif. Si c'était
si on avait affaire au deuxième scénario, ce n'est pas du tout ça qu'on observerait. On aurait plutôt une distribution ici bimodale avec une bosse un peu plus loin qui correspondrait justement à ces crises de liquidité et non pas une belle loi de puissance comme on l'observe ici. Bon, donc c'est plutôt le premier scénario, c'est excitant parce que ça veut dire aussi qu'on n'a pas encore tout compris, c'est-à-dire qu'il nous manque cet ingrédient de criticalité auto-organisée et que donc on a du travail encore pour les années à venir sur ces sujets-là. J'aimerais terminer cette présentation sur la nature de la liquidité dans les marchés financiers par une discussion à une échelle un petit peu différente qui va nous conduire à appréhender un peu les conséquences des effets de lag, c'est-à-dire des effets de retard dans les marchés financiers, retard entre observation, prise de décision, action, comment cela peut affecter justement la liquidité. Et donc, on va partir de ce constat qui est le conflit apparent des échelles de temps entre un carnet d'ordre qui a une durée de vie très courte, ma foi, hein, on le disait tout à l'heure, moins de 1% de liquidité instantanée, d'accord, donc par rapport au volume total tradé à l'échelle de la journée, donc une liquidité instantanée qui a une durée de vie de quelques minutes tout au plus, avec des effets beaucoup plus basse fréquence, comme par exemple la loi d'impact en racine, la Square Root Law, pour l'impact des métaordres dans les marchés financiers, hein, ces ordres qui sont donc exécutés sur plusieurs heures, parfois plusieurs jours, hein, des phénomènes cohérents à longue échelle. Donc, comment réconcilier les deux? Une idée qui a été extrêmement porteuse, c'est l'idée de la liquidité latente. D'accord ? C'est-à-dire que l'essentiel de la liquidité est en fait latente et n'est révélée que progressivement au fur et à mesure que la journée de trading avance, un petit peu, si vous voulez, comme la partie immergée d'un iceberg, hein, qui est révélée au fur et à mesure que la partie émergée se délite, fond. Et finalement, dans cette vision, voilà, on a les market makers dont Jean-Philippe parlait pendant son deuxième cours, qui n'agissent que comme des petits intermédiaires finalement entre des déséquilibres entre l'offre et la demande très importants qui, eux, ne peuvent être résolus qu'à des échelles de temps beaucoup plus importantes. D'accord ? Donc, on va venir préciser un petit peu tout ça. Dans les modèles que nous avons un peu construits, ces intentions, cette liquidité latente est stockée dans un carnet d'ordre latent, un carnet imaginaire, que je représente ici en rouge et en bleu. Et cette liquidité peut être révélée ou non, dans le carnet d'ordre réel, ici en orange, et en vert, avec cette idée qu'évidemment la liquidité est révélée au voisinage du prix, hein, là où elle est susceptible d'être exécutée. Tout ceci est cohérent avec l'idée qu'il n'y a pas de raison a priori de révéler ses intentions trop tôt lorsqu'on est trop loin du prix, ça veut dire donner de l'information privée à ses concurrents, et ça évidemment c'est pas intéressant. Et donc en faisant des modèles sur ce concept, sur cette idée de liquidité latent, on a pu comprendre tout un tas de choses, notamment fournir un cadre cohérent pour rendre compte de cette loi d'impact en racine pour les métaordres. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais grosso modo, ce sont des modèles de réaction-diffusion que nous avons construits avec des particules qui, un peu comme tout à l'heure, peuvent être déposées, annulées, peuvent diffuser dans le carnet, réagir les unes contre les autres. Voilà, je n'entrerai pas dans le détail, mais ça a été un cadre qui a été extrêmement utile pour comprendre l'impact en racine. Voici quelques références pour ceux qui voudraient aller plus loin. Ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est finalement la réponse qu'on a voulu donner à un moment à la critique. D'accord, ce carnet latent, c'est intéressant, mais finalement, on ne pourra jamais l'observer, hein, le confronter à des données. Et donc, c'est justement ce qu'on a essayé de faire, que de connecter ces modèles de carnet latent avec des observables réels, hein, et des vraies données. Donc, pour ce faire, on a construit un modèle
qui nous permet de rendre compte du flux de liquidité entre liquidité latente et liquidité réelle, liquidité observée dans le carnet d'ordre. Et quand on a voulu faire ça, il y avait vraiment deux ingrédients qui étaient importants à nos yeux. Le premier, c'était, je l'ai dit, que la tendance à révéler ces ordres devait augmenter avec la distance décroissante au prix. C'est quand on a une intention proche du prix de marché qu'on va avoir envie de la révéler. Et deuxièmement, que ce processus de révélation de la liquidité latente n'est probablement pas instantané. Entre le moment où on prend la décision de révéler l'ordre et le moment où concrètement on révèle l'ordre, il y a des effets de lag, des effets de retard, qui peuvent être tout bêtement un effet d'aller au bureau, un effet de cliquer, ou même un lag ne serait-ce que numérique, et que ça peut être, de par nos connaissances, on va dire, sur les systèmes dynamiques, ça peut assez naturellement être une source importante d'instabilité. Voilà, donc carnet latent, carnet révélé. Pourquoi pas se dire que eh bien, les ordres latents sont révélés avec une certaine probabilité gamma et avec un certain taux de probabilité oméga gamma, que le flux inverse est évidemment possible également, que ces ordres peuvent diffuser dans un carnet, dans l'autre, je ne rentrerai pas dans les détails. D'accord. Et puis, l'autre ingrédient qui est que la probabilité de révéler ces ordres du carnet latent vers le carnet réel décroît avec la distance au prix de marché. Voilà. Ça donne lieu à des modèles qui sont extrêmement élégants et confortables, dans le sens où on sait résoudre analytiquement, confronter ça ensuite à des simulations numériques. Vous avez ici en orange et en vert la forme du carnet réel que l'on obtient. Ça ressemble déjà à l'œil nu à un vrai carnet. On va le confronter tout de suite à des données. Mais juste avant, ce que je voulais dire d'important, c'est qu'on distingue en fait deux régimes. On voit que l'heure avance. Deux régimes. Un régime de conversion rapide, d'accord, et un régime de conversion lente, qui sépare une phase stable d'une phase instable. Donc, lorsque la conversion de la liquidité latente en liquidité réelle est suffisamment rapide, on a un régime stable dans le sens où on a de la liquidité révélée, on a de la liquidité dans le carnet. Et lorsque cette conversion ici est trop lente, lorsque oméga ici est trop faible, eh bien, ce qui se traduit par un overlap important entre le bid et l'asc dans le carnet latent, on observe un régime avec des crises de liquidité. D'accord ? Un régime où la liquidité dans le carnet réel disparaît complètement. Voici le même schéma, mais quantitatif. Je ne détaille pas ce qui est sur les axes. On peut se contenter de dire que suivant cet axe, on a comme tout à l'heure un régime, on va dire une révélation qui est très rapide à très lente, et donc un régime stable lorsque les ordres sont rapidement révélés et lorsqu'il y a des effets de lag, des crises de liquidité, que si on approche ici de la gauche vers la droite cette ligne, on observe une volatilité qui vient exploser au voisinage de cette ligne critique. Et le plus intéressant, qui est qu'on peut calibrer ce genre de modèle sur des données réelles. Donc voici en noir ici, vous avez la forme moyenne du carnet de l'Eurostoxx, donc moyennée sur quelques mois en 2017. Vous allez me dire, bon, il n'y a qu'un côté du carnet, en fait, il y a les deux, c'est-à-dire qu'on a replié le bid sur l'asc et ensuite moyenner les deux, vous obtenez ici cette courbe noire, et en rouge, vous avez le meilleur fit du modèle. On voit que, du moins au voisinage du prix, on a des résultats tout à fait satisfaisants qui permettent notamment d'inférer des paramètres du carnet latent. Voilà, c'est ça qui était très intéressant quand on a fait ce travail. Pour notre propos d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en calibrant ces modèles, on peut placer les actifs sur cette carte de stabilité, finalement. Donc, l'Eurostoxx, que je vous montrais tout à l'heure, voici où il se trouve sur ce diagramme, à une certaine distance de cette ligne critique, oui, mais dans la région stable. On peut reproduire cet exercice avec des centaines d'actifs. Donc, ici, vous avez justement une centaine de stocks US, d'accord ? Et donc, on peut placer tous ces points dans cette carte de stabilité et constater que certains points
sont plus proches que d'autres, d'accord, de la ligne critique. Pour justement aller un petit peu plus loin, ce que nous avons fait, c'est recalibrer ce contrat Eurostoxx, mais seulement sur une journée, d'accord, la journée du 5 février 2018, qui était une journée où on a observé un petit flash crash, et donc on constate, hein, conformément à ce à quoi on peut s'attendre, que ce jour-là, il s'est rapproché, d'accord, de cette ligne critique. Et donc on pourrait comme ça imaginer un outil régulatoire où on traque finalement sur cette carte la position des différents actifs et où on vient ensuite donc classer par exemple ces actifs en fonction de leur distance à la ligne critique, à savoir leur propension à subir des crises de liquidité. Voilà. Quelques conclusions très rapides là-dessus. Les effets de lag peuvent être des facteurs de déstabilisation extrêmement importants dont il faut rendre compte et qu'il faudrait, en toute rigueur, aussi inclure dans les modèles dont je parlais au début de cette présentation. Voilà, ceci conclut cette présentation sur la nature fragile de la liquidité dans les marchés financiers et je vous remercie de votre attention.